Et si, en une seule nuit, l'Afrique bouleversait l'ordre du monde? Imaginez, un matin de septembre 2025, la planète se réveille et découvre, médusée, que tous les projecteurs sont braqués sur Ouagadougou. La capitale du Burkina Faso, souvent ignorée et reléguée au second plan dans les bulletins internationaux, devient soudainement le centre d'une onde de choc mondial. Ce n'est ni Paris, ni Londres, ni même Washington qui donne le ton. C'est une ville sahélienne, jadis stigmatisée pour ses défis, qui impose désormais son rythme à l'histoire. Ce bouleversement ne s'est pas fait en un jour. Il est le fruit de décennies de frustration, de rêves avortés, mais aussi de renaissance et d'audace. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut se rappeler des nuits silencieuses où, dans les rues sablonneuses de Ouagadougou, des jeunes discutèrent d'un avenir possible, loin de la tutelle des puissances étrangères. Tout commence par un geste sidérant que personne n'aurait osé prédire 10 ans plus tôt. Le Libéria, fidèle allié des États-Unis depuis plus d'un siècle, s'adresse publiquement au Burkina Faso. Sa requête est sans ambiguïté, soutien et alliance. Ce n'est pas un simple vœu pieux, ni une déclaration d'intention creuse. Il s'agit d'un acte fondateur, d'un véritable séisme diplomatique. Jamais, dans toute l'histoire moderne africaine, la première république du continent n'avait défié aussi ouvertement son tuteur historique. Que cache ce revirement spectaculaire? Est-ce le cri désespéré d'un pays acculé, incapable de survivre seul dans un monde impitoyable? Ou bien le signal d'un réveil continental, une proclamation muette que l'Afrique refuse à présent de marcher à la remorque des grandes puissances? Pour mesurer l'ampleur de ce geste, il faut revenir sur l'histoire du Libéria. Fondé au XIXe siècle par d'anciens esclaves affranchis venus d'Amérique, le Libéria a toujours été, dans l'imaginaire collectif, le poste avancé des États-Unis sur le continent africain. Son drapeau, inspiré de la bannière étoilée, sa monnaie indexée sur le dollar, ses institutions calquées sur le modèle américain. Tout respire l'ombre de Washington. Pendant plus d'un siècle, Monrovia a servi de laboratoire et de vitrine pour les ambitions occidentales en Afrique. Pourtant, ce matin-là, la ministre libérienne des Affaires étrangères atterrit à Ouagadougou, non pas pour une visite protocolaire, mais pour une démarche sans précédent. Le Libéria sollicite officiellement l'appui du Burkina Faso afin d'obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette demande, loin d'être anodine, marque un tournant. Elle officialise le déplacement du centre de gravité africain, jusque-là dominé par les alliances traditionnelles et les capitales occidentales. Pourquoi Ouagadougou? Pourquoi maintenant? Pour répondre à cette question, il faut revenir sur les transformations profondes qui ont traversé le Sahel ces dernières années. Jadis relégué à la marge, miné par la violence, le terrorisme et la pauvreté, le Sahel s'est progressivement transformé en laboratoire de résistance et d'innovation politique. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, réunis sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont rejeté le carcan monétaire hérité du franc CFA, expulsé les bases militaires étrangères et choisi de tracer leur propre chemin vers l'indépendance. Leur cohésion, l'immensité de leurs ressources, leur détermination à résister aux pressions extérieures font d'eux une puissance montante. Derrière l'or, le pétrole, l'uranium, se joue aussi la capacité d'un peuple à écrire, enfin, sa propre histoire. Ce n'est pas une première dans l'histoire mondiale. On se souvient, par exemple, de la révolution iranienne de 1979, qui avait bouleversé l'équilibre du Moyen-Orient, ou encore de la conférence de Bandung en 1955, où des pays du Sud avaient affirmé, pour la première fois, leur volonté de s'émanciper des anciennes puissances coloniales. Mais ici, ce qui se joue est d'une autre nature. C'est la première fois que l'Afrique elle-même se saisit de son destin, non par la confrontation, mais par l'exemple et la contagion positive. La démarche du Libéria n'est donc pas un hasard. Elle révèle que l'ordre ancien vacille. Quand le plus vieux partenaire africain de l'Amérique vient demander de l'aide à un pays naguère stigmatisé, c'est la hiérarchie qui se fissure. C'est la reconnaissance, même tacite, que l'avenir se joue désormais ailleurs. Fermer les yeux sur ce basculement, c'est abandonner l'Afrique aux intérêts étrangers. Ce n'est plus seulement une question d'influence, c'est le droit pour les Africains de choisir leurs partenaires, d'écrire leur histoire,
de bâtir leur prospérité en toute souveraineté. Mais derrière l'image solennelle de cette visite, quelles propositions concrètes, quels scénarios inédits ont réellement émergé? Derrière les portes closes, les négociations prennent un tour inattendu. Les discussions révèlent des ambitions qui dépassent le simple échange diplomatique. Des scénarios sont évoqués, qui rappellent, par leur audace, les grands tournants de l'histoire mondiale. Par exemple, certains diplomates comparent cette séquence à la création de l'Union européenne dans les années 50, quand des pays naguère rivaux avaient décidé de mutualiser leurs ressources et de bâtir une paix durable. D'autres voient dans cette alliance naissante un écho de la révolution des non-alignés, qui avait permis à des nations du Sud de refuser l'alternative binaire entre Est et Ouest. Au lendemain du rapprochement historique, le Libéria franchit le pas avec des propositions concrètes. Première avancée, organiser une conférence de sécurité invitant tous les États du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Pour la première fois, il s'agira d'un dialogue entre pairs, sans tutelle de l'ONU ni de l'Union africaine, loin des regards extérieurs. Monrovia serait le théâtre de cette rencontre, symbole d'une Afrique qui se parle d'égal à égal entre ses propres capitales. Ce serait un geste aussi fort, dans le contexte africain, que la conférence de Berlin l'avait été à la fin du XIXe siècle, à la différence près que cette fois, ce sont les Africains eux-mêmes qui fixent les règles du jeu. Mais l'audace va plus loin. Le Libéria propose d'ouvrir ses ports atlantiques aux nations sahéliennes. Pour le Burkina Faso et le Niger, c'est la promesse d'un accès direct au monde, sans passer par les vieilles routes imposées par Paris ou Washington. Ce projet bouleverse la géographie économique. Les barrières coloniales peuvent enfin être contournées, créant de nouvelles routes commerciales africaines, pensées et contrôlées localement. On imagine déjà les convois de camions traversant le Sahel, reliant Ouagadougou à Monrovia, transportant coton, or, uranium, mais aussi technologie, innovation et produits manufacturés. Cette vision réveille l'écho des anciennes caravanes transsahariennes, mais avec une dimension moderne et stratégique. D'après divers économistes africains, ces nouveaux corridors pourraient générer près de 15 milliards de dollars de flux annuels. 15 milliards circulant entre des mains africaines, investis dans des infrastructures communes, des entreprises locales, sans l'emprise des créanciers étrangers. Pour la première fois, l'investissement intra-africain ignore les frontières héritées des empires d'hier. Imaginez, des trains de marchandises, des réseaux énergétiques interconnectés, des zones industrielles partagées, tout cela porté et financé par des capitaux africains. Dans Monrovia, l'espoir devient palpable. Des milliers de jeunes descendent dans la rue, réclamant l'unité africaine et brandissant le nom de Traoré comme un symbole. Pour eux, il incarne plus qu'un chef d'État, une idée de dignité retrouvée, de souveraineté assumée. Les slogans « L'Afrique aux Africains » franchissent les frontières mentales, brisant les murs dressés par des décennies de division. Ce phénomène n'est pas isolé. On le retrouve dans d'autres capitales, de Dakar à Addis Abeba, où des mouvements de jeunesse réclament plus de coopération, plus d'autonomie et moins de dépendance vis-à-vis de l'Occident. Cette aspiration à l'unité rappelle celle qui animait Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme, lorsqu'il proclamait « L'Afrique doit s'unir ou périr ». Cette fièvre d'unité intrigue au-delà des frontières. Le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, longtemps prudents, observent et s'interrogent. Si le Burkina Faso et le Libéria osent s'émanciper, pourquoi pas eux? Un effet domino s'amorce, porteur d'une idéologie panafricaine capable de défier l'héritage de la dépendance. Pour illustrer ce potentiel, prenons l'exemple de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Bien que cette organisation existe depuis plusieurs décennies, elle peine à faire émerger un commerce intra-régional robuste. Mais avec l'exemple de l'AES et du Libéria, une impulsion nouvelle pourrait naître, transformant l'espace ouest africain en un véritable marché intégré, à l'image du marché commun européen. Mais le rêve est fragile. Déjà, les campagnes de désinformation se multiplient, alimentées par des intérêts étrangers invisibles. Dans l'ombre, des fonds secrets diffusent de fausses histoires, cherchant à semer la méfiance.
Certains médias locaux, sous pression occidentale, relaient des rumeurs de corruption ou de menaces sécuritaires pour briser l'élan de l'unité AES. Ce scénario n'est pas nouveau. Rappelons-nous de la période de la guerre froide, où chaque tentative d'émancipation africaine était systématiquement sabotée par des campagnes de déstabilisation, des coups d'État ou la manipulation de l'opinion publique. Aujourd'hui, les outils sont plus subtils, réseaux sociaux, fake news, pressions économiques. Mais l'objectif reste le même, diviser pour mieux régner. L'enjeu est colossal. Si la division l'emporte, l'Afrique perdra non seulement des milliards d'opportunités, mais aussi le souffle d'un réveil porté par sa jeunesse. L'histoire pourrait alors, une fois encore, s'écrire sans elle. Cette vague d'unité peut-elle résister aux tempêtes internes? Et, face à ces bouleversements, quel rôle pouvons-nous jouer individuellement? Les regards se tournent vers la prochaine étape, la conférence de Monrovia, où chaque décision pourra sceller l'avenir d'un continent. Mais derrière les portes closes, des alliés inattendus et des adversaires invisibles se préparent déjà à peser sur le destin africain. On raconte que, dans les couloirs du palais présidentiel de Monrovia, des émissaires venus de Russie, de Chine, mais aussi du Brésil ou de l'Inde, cherchent à comprendre ce nouveau virage. Certains proposent des partenariats, d'autres cherchent à influencer les décisions. L'Afrique n'est plus un simple objet de convoitise, elle devient un acteur central, courtisé et respecté. Et si ce qui a commencé à Ouagadougou n'était que le prélude à une Afrique nouvelle? Imaginez, demain, l'exemple du Burkina Faso et du Libéria ne serait plus une exception, mais le catalyseur d'un basculement irréversible pour tout le continent. Si le modèle de l'Alliance des États du Sahel s'étend, le commerce intra-africain pourrait bondir de 15 à 40% d'ici 2035. Ce chiffre, c'est bien plus qu'une statistique. C'est la promesse de milliards de dollars circulant enfin entre mains africaines, générant emplois, infrastructures et innovations à grande échelle. Dans ce futur proche, on peut imaginer des start-up africaines rivalisant avec les géants de la Silicon Valley, des universités sahéliennes attirant des étudiants venus d'Asie ou d'Amérique, ou encore des artistes africains imposant leur style et leur voix sur toutes les scènes du monde. Les anciennes fractures, anglophones contre francophones, côtiers contre pays de l'intérieur, s'effacent lentement. L'Afrique se réinvente autour de solidarités choisies, dépassant les frontières héritées de la colonisation. Des projets collectifs émergent, à l'image du satellite nigérian Nigcomsat, lancé en 2007, ou du barrage de la Renaissance en Éthiopie, symbole d'une Afrique qui ose rêver grand et investir dans l'avenir. On aperçoit alors un continent debout, où l'innovation germe à Dakar, Nairobi ou Ouagadougou, et où les bénéfices ne disparaissent plus dans des paradis fiscaux étrangers, mais financent l'éducation, la santé, la technologie. C'est une Afrique où chaque enfant a accès à une école moderne, où chaque village est connecté à Internet, où chaque paysan peut vendre sa récolte à un prix juste. Ce mouvement bouleverse aussi les alliances internationales. Les partenaires traditionnels, qu'ils soient européens, américains ou asiatiques, doivent composer avec des blocs unis et fiers, capables de négocier d'égal à égal. Pour la première fois, l'Afrique choisit ses chemins, ses alliés, ses priorités. On se souvient du sommet Russie-Afrique de 2023, où les dirigeants africains avaient exigé plus de respect et de réciprocité dans leurs relations avec Moscou. Désormais, cette exigence devient la norme. Mais ce rêve peut-il résister aux vieux démons? Un scénario pessimiste plane. Si la méfiance et les divisions réapparaissent, l'Afrique risque de replonger dans la dépendance et l'externalisation de ses richesses. Les ressources s'enfuiraient à nouveau, la fragmentation resterait la norme. Pour éviter ce piège, il faut apprendre des erreurs du passé. Rappelons-nous de la chute de la Fédération du Mali, qui, faute d'unité et de vision partagée, s'est disloquée en quelques années. Ou encore du rêve avorté des États-Unis d'Afrique, porté par Kadhafi mais sabordé par des intérêts divergents. L'histoire enseigne que l'unité n'est jamais acquise, qu'elle se construit patiemment, dans le respect des différences et la recherche du bien commun. L'enjeu est colossal.
l'avenir du continent se joue entre autodétermination et répétition de l'histoire. Une Afrique debout, sûre d'elle et prospère, ou une Afrique à genoux, morcelée et vulnérable. Dans ce bras de fer silencieux, la jeunesse tient un rôle clé. Elle refuse la fatalité, bouscule l'ordre établi et ose rêver grand. Entrepreneurs, innovateurs, diaspora, tous deviennent les relais d'une transformation profonde. Par leurs idées, leurs réseaux, leurs investissements, ils enclenchent une dynamique que rien ne semble pouvoir stopper. On peut citer l'exemple de Tony Elumelu, entrepreneur nigérian, qui a investi des millions de dollars dans la formation de jeunes start-up africaines. Ou encore la plateforme Andela, qui forme des milliers de développeurs africains pour le marché mondial. Ces initiatives montrent que l'Afrique n'est plus condamnée à attendre l'aide extérieure. Elle crée, innove, exporte. Si cette énergie collective est canalisée, si chaque nation s'inspire de cette nouvelle boussole panafricaine, alors ce qui se joue à Ouagadougou et à Monrovia ne sera que le prologue d'une renaissance africaine. Mais pour transformer cette vision en réalité, il faut agir. Par où commencer? Tout commence par une décision. Un geste fondateur peut déclencher la dynamique que tout le monde attend. C'est ainsi que, dans l'histoire, de petits groupes ont souvent changé le cours des choses. On pense au mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, aux étudiants de la place Tiananmen en Chine, ou aux pères fondateurs de la CEDEAO. Chaque révolution débute par des choix personnels, parfois minuscules en apparence, mais déterminants à l'échelle collective. Chaque geste, chaque dépense, chaque moment d'attention façonne l'avenir de l'Afrique. Même les décisions les plus banales dessinent le visage du continent de demain. Imaginez un instant, si chaque Africain, où qu'il vive, consacrait chaque année 100 dollars américains à investir dans des entreprises africaines. Collectivement, cela équivaudrait à 1 milliard de dollars injectés annuellement dans l'économie. Ce n'est pas une utopie, mais un levier réel, accessible à tous. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a su transformer l'épargne locale en moteur d'investissement pour l'agriculture et les nouvelles technologies. Si cette logique se généralisait, le potentiel serait immense. Il ne s'agit plus seulement de boycotter l'extérieur ou de dénoncer les influences étrangères. Il s'agit de réorienter nos choix quotidiens. Au lieu de partir systématiquement étudier ou voyager en Europe ou en Amérique, pourquoi ne pas choisir l'Afrique? Multiplier les séjours linguistiques, investir dans nos universités, valoriser nos langues. Chaque acte est un pas vers une souveraineté tangible. Parler le Wolof, le Lingala ou le Bambara dans nos rues, nos médias, ce n'est pas anodin. Écrire, programmer, chanter dans nos langues, c'est affirmer une identité qui n'attend plus d'approbation extérieure. Car chaque mot, chaque code, chaque chanson cimente la place de l'Afrique dans le récit mondial, selon ses propres codes. Rappelons-nous du succès de la musique nigériane, qui a conquis le monde sans renier ses racines. La diaspora détient aussi une force immense. Chaque année, elle transfère environ 100 milliards de dollars vers le continent. Imaginez si une part de cette somme était mutualisée dans des fonds d'investissement panafricains. En quelques années, des projets agricoles, technologiques ou éducatifs pourraient voir le jour à grande échelle. Des plateformes comme MFS Africa ou Flutterwave facilitent déjà ces transferts. Mais l'enjeu est d'aller plus loin en structurant des réseaux d'entraide et d'investissement, à l'image des tontines traditionnelles, mais à l'échelle continentale. Mais le principal obstacle est mental. Tant que nous restons spectateurs, attendant des solutions venues d'ailleurs, nous perpétuons la dépendance. Consommer local, soutenir une start-up, apprendre une langue africaine. Chaque petit choix renforce soit notre souveraineté, soit notre vulnérabilité. Ce n'est pas un grand soir, mais une somme de petits matins où chacun décide de construire ou d'attendre. Pour passer de l'intention à l'action, des initiatives concrètes existent déjà. On pense à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui ambitionne de créer le plus grand marché intégré du monde. Mais pour que cette promesse devienne réalité, il faut que chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque décideur s'engage concrètement, en privilégiant les produits, services et talents africains. Laisser passer cette chance, c'est rester prisonnier d'un système qui appauvrit, dévalorise et efface le continent.
Mais agir, même modestement, c'est prouver que l'histoire se bâtit par la multitude de nos gestes. Lorsque l'histoire frappera à votre porte, serez-vous prêt à répondre? Le basculement du Libéria n'est pas un hasard. Il incarne la puissance de ses choix accumulés. Ce tournant révèle que l'Afrique, unie dans ses décisions, peut redéfinir les rapports de force mondiaux. Les observateurs du monde entier s'interrogent. L'Afrique sera-t-elle le dernier continent à s'émanciper ou le premier à réinventer le modèle du développement? L'Afrique ne demande plus la permission, elle agit. Et vous, quel rôle choisirez-vous? Aujourd'hui, le continent n'attend plus l'aval de Washington, Paris ou Pékin. Il se lève, s'organise, porté par une génération qui refuse d'être simple spectatrice de son propre destin. Septembre 2025. Un basculement. Le Libéria, jadis bastion de l'influence américaine, se tourne vers le Burkina Faso. Demander soutien et partenariat à un voisin africain, c'est refuser la dépendance, c'est affirmer un choix collectif. Les chancelleries occidentales sont prises de court. L'axe de la souveraineté glisse vers l'intérieur du continent, et il parle africain. Ce qui se joue dépasse une manchette de journal. Demain, ce sont des milliards de dollars qui passeront de main africaine à main africaine. C'est une dignité retrouvée, des peuples jadis divisés qui se rassemblent. L'économie, la culture, l'identité s'inventent à nouveau, ici et maintenant. L'Afrique n'attend plus ses solutions de l'extérieur. Elle bâtit son propre avenir, sans permission, sans détour. Alors, où vous situez-vous? Serez-vous spectateur, témoin silencieux d'une renaissance qui s'écrit sans vous? Ou bien acteur, bâtisseur, relais d'une Afrique qui refuse la résignation et choisit l'audace? Votre voix compte, votre engagement pèse. Partagez, commentez, débattez, mobilisez autour de vous. Car ce qui se joue ici, c'est votre place dans la mémoire collective, celle des anonymes qui auront, un jour, osé passer de la parole à l'action. L'Afrique ne se contente plus d'exister, elle s'impose comme sujet central. Mais ce nouveau récit a besoin de vous, de vos idées, de vos rêves, de votre volonté de transformer l'essai en victoire. La question reste ouverte. Serez-vous dans les tribunes ou sur le terrain? À vous de choisir. Souvenez-vous, seuls ceux qui osent s'engager écriront demain les pages de l'histoire africaine.